Je rencontre Flore. Quand je rencontrai Flore, j'étais dans la pire période qui fut pour tomber amoureux. J'avais voulu le succès, l'amour, il ne me restait plus rien. Et Flore proposait de me dédommager en m'offrant le bonheur. Mais elle le faisait au mauvais moment, celui où je ne pouvais rien recevoir ni rien donner. À cette époque, j'aurais dû fuir Flore, autant pour elle que pour moi. Il me fallait m'enfoncer dans ce deuil de l'amour, atteindre le fond. Cela faisait longtemps que le fond atteint, je descendais encore. J'aurais dû reforger mon âme dans la solitude. Mais on ne décide rien. On n'est que l'observateur impuissant des événements qui doivent arriver. Et je vis Flore, je la revis, puis je devins son amant. Il entrait dans l'attrait qu'elle exerçait sur moi, un élément qui n'avait aucun rapport avec l'amour. Elle était riche, très riche, donc légendaire. Ce n'était pas la réalité de sa fortune qui m'attirait, mais les lumières d'un monde qui en faisait au contraire quelqu'un d'irréel. Commença alors, près d'elle, une vie en apesanteur. Tout dans ma vie se ralentissait. Les épines de l'adversité se métamorphosaient en roses. Bientôt, elle quitta son mari. Je me retrouvai dans un ravissant appartement de plain-pied sur un jardin, rue Cortambert, dans le quartier du Trocadéro. L'atmosphère lumineuse, pleine de verdure, de calme, respirait encore l'harmonie de ce bonheur conjugal que je venais de saccager. C'était ce bonheur que je convoitais. Quelle folie de croire qu'on peut impunément le voler. Au début, j'éprouvais la griserie que l'on ressent devant un paysage nouveau, une griserie superficielle qui anesthésiait ma souffrance. Je découvrais un univers préservé, sans angoisse de fin de mois, sans peur de l'avenir, sans ce ciel bas de la pauvreté qui écrase l'horizon. Ces ombres de l'existence, pourtant si banales, y étaient inconnues. Je me retrouvais loin des crises de nerfs, des à-coups hystériques, des folies qui tendaient l'atmosphère dans ma famille d'artistes favorisés par le talent et la richesse, mais accablés de drames nerveux. Une électricité de haut voltage passait entre les Corot, les Manet, les Degas, cette électricité dangereuse qui avait dû présider à leur création. Tandis que dans cette famille-là régnait la paix. Des horaires confortables et doucement contraignants, des conversations mesurées dont les décibels n'alertaient pas les voisins, des échanges de vues politiques qui ne nécessitaient pas d'appeler police secours. Décidément, s'éloigner de ce monde délétère et psychiatrique des artistes avait du bon. Aucune convalescence, fût-elle amoureuse, ne pouvait trouver meilleur climat. J'installai mon humeur noire dans le confort. Des coussins moelleux servaient de support à ma mélancolie. Partout où portaient mes yeux, ce n'étaient que des images de raffinement et de paix. Mon désordre intérieur ne rencontrait que l'harmonie. Harmonie des meubles et des objets qui évitaient l'emphase d'un luxe tapageur. Les domestiques passaient, aussi discrets que des chats. Aucun bruit discordant ne venait du dehors. Seul le pépiement des oiseaux faisait pénétrer la mélodie du ciel. Parfois, je me voyais m'endormir dans un fauteuil en schiste, toute ambition abolie, la fureur d'écrire dissipée comme un songe un peu fou. Mais mon cœur me réveillait, il ne me laissait aucun répit. Il me poussait sans cesse hors de ce bonheur. Je partais, j'allais je ne sais où, en quête de n'importe quoi, d'un visage qui passe, d'une aventure qui montre le bout de son nez. Parfois pour rien, seul, je cuvais mon malheur. Je m'asseyais sur un banc dans le jardin du Luxembourg et j'attendais des nouvelles de mon ange gardien. Cela faisait longtemps que je n'en avais pas eu. Peut-être était-il en vacances? J'essayais d'écrire. La feuille blanche me renvoyait sans pitié à moi-même, comme un miroir. Je m'infligeais quelques tortures et, rassasié de souffrance, je regagnais la rue Cortambert. On ne m'y faisait aucun reproche. Un sourire accueillait mon retour d'escapade. L'indulgence de Flore me semblait pire qu'une scène. Elle m'obligeait à régler mes comptes avec moi-même, avec ma culpabilité. Comme une gifle, des injures eussent été plus douces en comparaison des châtiments que je m'infligeais. Si au moins Flore m'avait donné le plus petit prétexte à mon inconduite. Mais je n'avais rien à lui reprocher. Si sévère, si injuste que je me contraignisse d'être, force était d'admettre que je portais seule la responsabilité de mes fautes. Son cœur à elle n'était que pardon. Où puisait-elle tant de force et d'abnégation? Dans les principes de la religion réformée? Dans sa culpabilité de femme adultère?
dans la grâce que donne l'amour? Elle souffrait pour la première fois. La vie pour elle n'avait été qu'un droit chemin sans heurts, sans drame, où tout s'accomplissait selon ses désirs. Pourquoi avait-elle croisé à travers moi cette forme cruelle de la passion? Un mouvement irraisonné me poussait à la faire souffrir. Je ne comprenais pas moi-même ce qui m'y poussait. Son apparente résignation? L'absence de riposte à mes attaques? J'éprouvais un curieux malaise à la voir souffrir. Il me semblait, par une sorte de dédoublement, me voir à sa place. En amour, j'avais changé de rôle. De victime, j'étais devenue bourreau. Mais cette conscience du mal que je faisais à cette femme innocente ne m'arrêtait nullement. Je devais aller jusqu'au bout d'un processus mystérieux auquel ma volonté n'avait pas de part. Aucun sadisme n'expliquait ce comportement, puisqu'en la regardant vivre les affres que j'avais vécus, il me semblait les revivre par procuration. Chaque semaine, elle m'emmenait aérer mon petit enfer moral dans sa maison de campagne de Fontainebleau. Là, dans une nature préservée, au milieu des arbres centenaires, je promenais ma mélancolie dans les centaines d'hectares que comprenait la vaste demeure. Je pouvais confier mes peines indicibles aux chevreuils qui venaient gambader dans les clairières, aux sangliers qui attendaient paisiblement que la chevrotine mette un terme à leur existence, ou aux cerfs furtifs dont j'entendais le brame strident, pathétique, appel violent à la volupté et au combat. Là, je rencontrais ses parents. Je n'en menais pas large. Ces grands bourgeois libéraux me regardaient comme une curiosité. C'était la première fois, dans la famille, qu'on côtoyait de si près un homme au chômage. La religion protestante a beau faire un devoir de secourir le prochain dans le besoin, elle est d'une maigre ressource pour vous faire admettre que ce paria social côtoie de près la fille de la maison. Je sentais peser sur moi un regard lourd de suspicion. N'étais-je pas un de ces parasites coureurs de dot qui dissimulent leur paresse et leur insuffisance sous des velléités littéraires? J'avais beau avancer devant moi, comme un bouclier, ma machine à écrire rouge, l'Olivetti, dont je ne me séparais jamais, elle ne parvenait pas à dissiper les soupçons, d'autant qu'elle demeurait inexplicablement fermée, attendant la brise favorable de l'inspiration. Parfois, lorsque j'entendais des pas, je frappais frénétiquement sur le clavier pour donner l'illusion que je me consacrais bien au Dieu qu'on révérait ici presque autant que celui qu'on allait prier au temple de la rue Cortambert, le travail. Je finissais par avoir des doutes sur moi-même. Étais-je un escroc sentimental, un profiteur, un bel ami? Tant qu'à faire, c'était plutôt à Julien Sorel que j'aurais songé. En réalité, même si on pouvait croire que je me laissais paresseusement entretenir, ce que je demandais à cette délicieuse famille, ce n'était pas son argent. Je ne voulais que humer le parfum de sa fortune, lui emprunter les rêves qu'elle suscite, capter le bonheur d'un monde que j'imaginais magique et insouciant. Jamais gentleman cambrioleur n'a opéré si indolore, fric-frac. Moi qui étais toujours à la recherche d'une famille, j'en détenais une, enfin selon mon goût. Ni hystérique, ni impécunieuse, ni dévorée par des lubies artistiques. Celle-là sortait tout droit des tableaux où Ingres a peint ses prototypes de grands bourgeois de la Restauration, avec leur regard paisible, l'assurance que donne la sensation d'être assis sur une confortable et stable fortune. J'enviais les parents de Flore d'être si différents de moi, d'avoir construit un monde en dur, une solide forteresse qui de génération en génération se renforçait. Alors que non seulement ma famille s'était construite sur des illusions de la peinture, mais, moi-même, je n'aspirais qu'à mettre en scène des rêves. Comment, malgré tant de bonne volonté réciproque, pouvions-nous nous entendre? Nous nous regardions, chacun avec étonnement, comme si nous débarquions d'une planète différente. Dans leur fort intérieur, s'efforçant de n'en rien laisser paraître, ils considéraient que la planète à laquelle ils appartenaient avait donné des gages de succès plus sérieux que la mienne, et que, pour tout dire, j'étais le plus mauvais parti qui soit pour leur fille. L'ennui, c'est que j'étais d'accord avec eux. Seul un héros de Dostoïevski, pris de fièvre paranoïaque, aurait eu l'honnêteté de les alerter sur mon cas. Mais moi qui appartenais à un climat moral beaucoup plus tempéré, que pouvais-je faire? Je me contentais d'admirer sincèrement leur magnanimité. En attendant, pour les amadouer,
Je m'efforçais de rendre quelques services. J'avais contracté dans Anna Karénine la lubie de Lévin. Je voulais faucher. On regarda ce souhait comme une fantaisie passagère de citadin. Le jardinier, à qui je demandais la faux dont j'avais besoin et qu'on n'employait plus depuis belle lurette, me regarda d'un œil inamical et s'exécuta avec beaucoup de mauvaise volonté. Lui aussi me considérait comme un imposteur qui voulait jouer avec la nature, laquelle ne ment pas. Peut-être même me soupçonnait-il de vouloir lui en remontrer, ou pire, de vouloir restaurer l'usage d'outils que les engins mécaniques avaient rendus obsolètes. Ma demande l'agitait. Sa tête de bourguignon retors et têtu brassait les conjectures les plus folles et les procédés les plus torts. Je préparai ma faux, graissant abondamment la lame avec du lard, comme le faisait Lévin. Puis, je m'attaquai à un buisson de ronces et de hautes herbes, aussi entremêlées et épineuses que ma vie sentimentale. À mon premier coup de faux, j'ouvris un vaste espace dans cette embrouillamini végétale. Comme c'était facile, cela semblait un jeu d'enfant. Je voyais les mauvaises herbes s'abattre comme les régiments ennemis sous la mitraille de la grande armée. Il entrait je ne sais quelle satisfaction sadique dans la destruction de cet édifice de ronces. Les mouches étaient affolées, les guêpes dérangées se préparaient pour une bataille d'Angleterre. Une rassurante odeur de foin et d'herbes coupées, avec une pointe acide de pourrissement d'humus, folâtrait sous mes narines. Certes, je renouais avec un mouvement ancestral qu'avaient dû accomplir des aïeux morts depuis bien longtemps, mais surtout, j'accomplissais un geste rituel qui me rouvrait d'une autre manière les portes du monde de Tolstoï. Je retrouvais, fraîche, intacte, chaque sensation de Lévin. D'abord, ce sentiment trompeur de facilité, puis, peu à peu, avec la sueur qui m'inondait, la fatigue m'envahissait. Mes bras, la faux pesait d'un poids si lourd que l'envie me prenait d'abandonner et d'envoyer promener la faux à tous les diables. Mais l'amour-propre me retenait. Je ne voulais pas donner au jardinier qui me surveillait du coin de l'œil et à mes hôtes cette joie à laquelle il se préparait. Et puis, Lévin n'avait-il pas éprouvé lui aussi ce mouvement de lassitude qu'il avait surmonté par crainte du jugement de ses paysans? Je tins bon. Heureusement, la nécessité de passer régulièrement sur la lame le morceau de lard, puis de l'affûter avec une pierre, ménageait un instant de répit. Peu à peu, à l'immense fatigue, succéda une sorte d'ivresse. Je ne savais plus qui j'étais, ce que je faisais. J'étais immergée dans la nature, je me mêlais aux arbres, aux herbes, dans une étrange orgie. Mon bras, avec une régularité mécanique, accomplissait sa besogne. Je n'avais plus aucune idée du temps qui passait. J'étais emmurée dans une délicieuse torpeur. La nuit tombait. Je ne m'en apercevais pas. Pour que je prisse conscience de l'heure, il fallut l'appel rocailleux du jardinier bourguignon, venu me prévenir que le dîner allait être servi. Ce soir-là, dans cette famille, on me regarda enfin avec un peu de considération. Pour la maîtresse de maison, férue de jardinage, j'aurais pu lui présenter que j'étais l'auteur de la Divine Comédie et de Don Quichotte réunis. Elle eût été moins satisfaite que de voir ses ormes et ses chênes débarrassés des herbes parasites qui les encombraient. Plus tard encore, dans la nuit, avec Flore, je regardais par la fenêtre de notre chambre. À la lumière du clair de lune, je contemplais mon œuvre, le long des allées. Peu à peu, sur la grande pelouse, apparut une harde de chevreuils. D'abord timide, ils s'enhardirent jusqu'à venir sur le perron du château. J'étais fourbue. N'était-ce pas cela le bonheur? Ici, à portée de la main, au milieu d'une famille que j'aimais, et qui, d'un caractère indulgent, ne demandait pas mieux que de se laisser conquérir. Oui, mais il y avait un obstacle, le pire, moi.